Bien, je remercie évidemment Isabelle de son invitation et en même temps, j'avoue que cette invitation m'a laissé un peu perplexe puisque vous voyez que le premier point que je vais évoquer, c'est un léger décalage, un peu la manière de Daniel Dayan, mais lui, c'est un procédé rhétorique quand il disait qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur la situation, alors qu'on sait bien évidemment tout ce qu'il a apporté sur la question de l'événement, sur la question de la dramatisation et du cérémoniel et qu'il l'a brillamment refait. Pour ma part, ça va être, mais peut-être en illustration finalement d'éléments qu'il a évoqués ici. Je trouve que certaines choses que je vais vous montrer, qui sont plus des exemples, corroborent, si je puis dire, ces hypothèses de travail. Donc ça, je m'en réjouis. Mais c'est vrai que je sens un peu un décalage dans la mesure où moi, j'ai pas beaucoup travaillé ou pas du tout sur la démocratie technique. J'ai pas travaillé sur la société du risque, j'ai pas travaillé sur les controverses. Et je me suis bien gardé de parler d'événements parce que je savais qu'il allait parler avant moi et que je sais que Josy Darcambourg va aussi y revenir cet après-midi. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc vous vous rendez compte que je suis dans une situation un peu délicate peut-être, sauf que j'imagine qu'on m'a invité pour parler plutôt du rôle des médias dans tout cela. Et on y a fait allusion et de savoir comment les médias, effectivement, participent à cette mise en scène collective d'événements dramatiques ou quel type d'appréhension de la technique, de ces risques qu'ils mettent en scène aujourd'hui et quelle construction sociale se retrouve là derrière, avec l'hypothèse, je suppose, qu'on accepte bien que ces médias jouent un rôle important là-dedans et que probablement ils rendent compte aujourd'hui un peu de manière différente de certaines catastrophes. On évoquait Lisbonne il y a quelques siècles, mais peut-être que les choses ont évolué depuis un siècle ou depuis 20 ans ou depuis 30 ans. Quoique je m'interroge aussi, parce qu'à la fois on sait qu'on a tendance à montrer qu'il y a souvent des ruptures et des discontinuités, qui en même temps s'inscrivent dans la longue durée. On évoquait Lisbonne, moi, en pensant à cette journée, en réfléchissant à cette journée, je me disais que finalement, tout le battage qu'on a encore eu l'an passé pour le centenaire du naufrage du Titanic, et qui nous a fait ressortir des articles de journaux de l'époque, et qui montraient bien comment c'était peut-être une des premières catastrophes techniques de l'histoire moderne, montrait qu'il y avait déjà tout un travail de médiatisation là derrière et de mise en scène d'un événement qui interrogeait sur la sécurité et d'autres choses de ce type-là. Donc, je vais essayer de travailler effectivement sur cette question de la place des médias dans ces événements techniques et les tragédies ou les drames qui y sont liés, avec une hypothèse de travail que je ne vais pas développer puisque vous devez la connaître évidemment très bien, à savoir qu'on va travailler sur ces constructions d'identité narrative en prenant une question que j'avais abordée il y a une dizaine d'années, ou un peu plus de 13 ans exactement, et vous allez comprendre pourquoi, puisque j'avais travaillé aux alentours des années 99-2000 sur le fait que beaucoup de journaux à l'époque, quotidiens, magazines, mensuels, hebdomadaires, toute la presse, TV aussi, avaient travaillé parce qu'on arrivait en fin de décennie, en fin de siècle, en fin de millénaire. Et donc la presse avait fait à ce moment-là un travail assez important de revisitation des périodes antérieures et nous avait proposé une sorte de réécriture de notre histoire collective qui finalement nous donnait à voir ce qu'était notre passé, mais un passé qui était ressaisi non pas par des historiens, par des journalistes, on pourrait revenir parce que ça modifie quand même un petit peu les choses sûrement, et évidemment un passé qu'on revisitait et dont on choisissait certaines séquences, dans la mesure où les séquences retenues correspondaient à des grilles de lecture qui étaient les grilles de lecture du moment où les journalistes faisaient ce travail de revisitation de l'histoire. Je crois que ça fait un peu écho à ce que disait Daniel Dayan il y a un instant. Et donc je vais simplement partir effectivement en repartant de cette idée-là de revisiter une histoire ancienne, mais vous allez voir aussi peut-être une histoire prospective dans les exemples que je vais vous donner, partir de cette idée qu'effectivement les médias, bien sûr, sont là pour nous construire nos identités narratives, ne s'isent pas là-dessus, nous construisent un rapport au monde, mais que dans ce que ces médias nous présentent, on sait bien qu'ils saisissent l'actualité, ce qui arrive, mais qu'en même temps, à côté de cette actualité, il y a d'autres choses qui sont très présentes dans les médias. Je pense tout ce que sont les événements répétitifs, ce qu'on appelle les marronniers, hein, que ce soit la fête des mères, le Tour de France, la rentrée des classes ou les premières chutes de neige ou autres, ou parfois des événements comme les inondations, etc., etc. Et donc, à côté de l'actualité chaude qui est là, de l'actualité neuve, à côté de tout ce qui est récurrence des marronniers, il y a, me semble-t-il, j'ai le sentiment que c'est de plus en plus présent, mais je n'ai pas fait d'études quantitatives là-dessus, un troisième type d'événements que les médias prennent en compte, ou de séquences que les médias présentent, qui sont des retours, justement, sur un passé plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, qu'on a ça
même dans les séquences journaux télévisés, qu'on a ça dans la presse, qu'on a ça dans des émissions spécifiques et pas seulement des émissions d'histoire. Et donc il y a une espèce de retour sur le passé extrêmement important, et que donc, à côté d'un temps linéaire qui nous saisit des éléments chauds, on sait bien qu'il y a un temps cyclique qui est celui justement des marronniers, et qui est une espèce aussi de temps sur lequel on fait retour dans ces moments de commémoration. Alors c'est vrai que si j'évoque cela, c'est parce que quand je l'avais travaillé, je l'ai dit il y a une douzaine d'années, on était à un moment charnière, les années 2000, qui expliquaient peut-être cette abondance, mais j'ai le sentiment que depuis lors, ça continue à fonctionner, et tout ce travail que font les médias de commémoration d'événements qui sont passés il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 25 ans, il y a 50 ans, on évoquait Tchernobyl ou d'autres choses comme cela, on pourra y revenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond dans le rôle que les médias ont, et qu'effectivement, au-delà de nous dire ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ils se sentent peut-être aussi tenus de nous éclairer avec des informations de type historique qui peut-être euh, sont présents davantage qu'auparavant, parce qu'il y a peut-être davantage de besoins de reconstruction d'identités qui sont un peu en crise. On ne va pas revenir sur la notion de postmodernité et la fin des grands récits de légitimation, mais on pourrait se dire qu'il y a peut-être effectivement volonté de la part des médias et intérêt à attendre du public pour une recherche de références, de racines qu'on peut retrouver à travers cette épaisseur historique ou cet ancrage historique que les médias nous proposent. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qu'on pourrait creuser, qui est, me semble-t-il, assez prégnant dans les médias aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je disais, l'histoire, un peu comme repère une société en crise, puisque le mot crise est quelque chose qui vous occupe beaucoup pour votre part. Et donc, dans ce traitement de l'actualité que je vais essayer d'évoquer, ou de certains types d'actualité, on sait bien que cette actualité n'est pas traitée de manière immuable, qu'il y a des éléments qui bougent, qui changent. J'en pointe deux simplement très, très rapidement ici. Le premier, évidemment, lié à l'évolution des techniques et des conditions de production des médias. Daniel Dayan a expliqué très bien comment, effectivement, ces évolutions techniques l'obligent lui-même à revoir sa théorie des cérémonies, du traitement des cérémonies, par exemple, et que donc, que ce soit sur la question des mises en page, de l'immédiateté, du traitement de l'information, de la crise de la presse, il faudrait aborder tous ces aspects-là, mais je ne m'y arrête pas. Il y a un deuxième élément qui me semble intéressant à prendre en compte à côté des évolutions techniques, c'est le fait que, évidemment, ces journalistes et ces médias sont inscrits dans une société qui est en mutation permanente, avec des systèmes de valeurs qui se transforment, avec des acteurs sociaux différents. Je pense par exemple, par rapport aux questions qui intéressent, toute la montée des groupes de pression type, ou des ONG type Greenpeace et autres, qui nous donnent à voir un certain rapport au nucléaire, aux OGM, etc., qui amènent les journalistes à le traiter autrement, parce qu'il y a ces acteurs-là qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, et qu'il faut se situer par rapport à cela. Se situer d'autant plus qu'on sait bien que le public est de plus en plus réactif, et que donc il faut mettre cela en débat, mettre cela en discussion. Entre autres aussi, mais c'est une question qu'on peut discuter évidemment, parce que les évolutions économiques liées qui entraînent une crise de la presse assez générale, et qu'on a plus connue en Belgique, puisque le marché est plus petit, donc je dirais que les effets que vous commencez à sentir maintenant en France, ou qui sont de plus en plus marqués en France, existaient déjà antérieurement en Belgique. Raréfaction du nombre de titres, et donc moins de positionnements idéologiques différents dans les médias, et aussi probablement le fait qu'à cause de cette crise économique, les médias sont de moins en moins dans une logique de construction de l'opinion publique, hein, pour renvoyer au modèle abramassien, mais que de relais d'une opinion. Ce n'est pas plus les médias qui font l'opinion, mais qu'ils essayent de sentir ce qui est dans l'air du temps, de sentir des opinions peut-être diverses en confrontation, et qu'ils vont essayer de les suivre et de donner un relais à cela, pour ne pas perdre des lecteurs, en se disant qu'il y a là un potentiel à exploiter si on veut garder un lectorat et si on ne veut pas trop l'effrayer. Et puisqu'effectivement le public est plus sensible qu'avant aux enjeux environnementaux, à ces débats de société, la presse va y être attentive d'elle-même, à la fois dans son traitement et dans le type de sujet qu'elle va choisir. Je prends deux exemples très, très simples par rapport à cela, puisque vous travaillez beaucoup sur les controverses. J'ai été frappé de voir combien dans la presse aujourd'hui, on met en place, parce qu'on sent bien que ces logiques de débat public sont intéressantes, des espaces de délibération, on pourrait dire, qui jouent sur la logique de confrontation. Je prends un exemple dans le quotidien belge Le Soir, où depuis 4-5 ans, il s'est repositionné en disant, voilà, puisque c'est un journal qui n'est pas lié à un parti et à une idéologie forte, mais qui essaye de mettre en confrontation des points de vue,
avec tous les jours une page polémique. J'en ai pris une de ces derniers jours. On a un pour et un contre, évidemment, qui sont présentés là. Ou si je prends la Libre Belgique, qui est un autre journal de référence chez nous, voilà, tous les jours, vous avez la même chose, des barripostes ici, Choal, pardon, est-il possible, recto, et puis vous avez verso, et un autre jour c'est oui et c'est non, vous avez des opposants qui fonctionnent, quelque chose qui n'existait pas tellement avant finalement, mais qui montre bien cette sensibilité à la notion de controverse qui est présente dans le débat public. Ou autre exemple, le retour des courriers des lecteurs qu'on avait beaucoup travaillé chez nous, parce que ça avait disparu pratiquement des journaux, et puis à un moment donné, qui a été un moment clé dans l'histoire de la belge, c'était l'affaire du trou et la montée en puissance des débats autour de la pédophilie et de la situation des enfants dans la société. On a vu revenir là, dans un moment de confrontation forte entre la société civile, les citoyens et l'État, effectivement, par exemple, réinvestissement dans des courriers des lecteurs qui sont depuis lors devenus extrêmement présents. Je ne parle pas des chats et des forums qui se trouvent ou des pages de débat qui se trouvent maintenant sur les journaux dans leurs éditions en ligne. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit bien comment il n'y a pas un traitement immuable de l'information, qu'il bouge ce traitement en fonction à la fois des techniques, mais aussi de la manière dont l'organisation sociale bouge et dont les acteurs sociaux bougent un petit peu par rapport à cela. Et donc, essayer de voir à partir de là comment ces événements, certains types d'événements vont être traités, et entre autres, tous les événements qui sont liés à des espaces de mémoire, de commémoration, et on sait la place que ça occupe de notre société, parce que c'est vrai, je l'ai dit, que c'est quelque chose qui est très présent, que ce soit dans le quotidien, dans le journal télévisé, qui nous montre cela, et où on a le sentiment que cela revient très fort, et que ça revient très fort, évidemment, quand on regarde sur les types de sujets qui reviennent, avec, bien sûr, aussi des rubriques qui vont soit émerger, soit être privilégiées par rapport à d'autres. Je prends un exemple simple, on avait travaillé une dizaine d'années pour une commande pour la télévision publique belge sur une comparaison entre les sujets de journaux télévisés dans la chaîne publique et la chaîne privée. Et donc on avait fait évidemment classiquement des grilles de classement des sujets en fonction des rubriques, économie, société, politique, faits divers, sport, etc., etc. Puis on avait été frappé parce qu'en prenant dans la rubrique société, page d'intérêt d'information générale, qu'on avait bien sûr une rubrique sciences, technologie par exemple, et qu'on avait dû créer finalement, parce qu'à la fois on fait une rubrique, on a un catalogage a priori, puis qu'on a affiné au fil d'observation sur des milliers et des milliers de séquences journaux télévisés, en se disant à un moment donné, quand il y a certaines thématiques qui émergent de manière significative, il faut créer une nouvelle sous-rubrique. Et donc c'est vrai que déjà il y a une dizaine d'années, on avait fait ça en 2002, on a créé une sous-rubrique environnement-mobilité, appelée comme ça, parce qu'on disait qu'il y avait un tel nombre de sujets qu'on ne pouvait plus laisser ça simplement dans la rubrique société ou sciences. Et donc on voit qu'il y a des choses qui évoluent comme ça. Je prends l'autre exemple dans le quotidien Les Belgiques que j'ai évoqué. C'est frappant de voir que dans sa dernière réforme, dorénavant, à côté des grandes rubriques politique, économie, société, il y a une rubrique qui a 2 pages tous les jours qui s'appelle Planète et qui est spécifiquement consacrée à des questions environnementales. Donc ça montre bien aussi comment cette thématique-là émerge et comment on peut essayer de voir à partir de ce qui émerge, comment finalement on va privilégier certains événements. Si on accepte que, évidemment, il y a toujours un choix qui s'opère dans ce que sont les formes de commémoration. On disait quels sont les événements qui vont devenir peut-être significatifs, mais quelles sont aussi les commémorations qui sont choisies parce qu'on estime qu'elles sont significatives, parce qu'on voit bien qu'effectivement, ce type d'événement qu'on va commémorer renvoie à des identités collectives qui sont derrière, qui sont construites, qui vont se partager autour de cette commémoration en commun, et que donc il faut un peu voir cela. J'ai évoqué tout à l'heure pourquoi est-ce qu'effectivement on choisit plutôt de dire c'est les 20 ans ou les 25 ans de Tchernobyl, et puis c'est là un an, c'est les 2 ans de Fukushima, et pourquoi on revient sur 30 ans du sida ou 40 ans du sida, etc. etc. Et que donc à travailler sur quels sont les éléments, les événements qu'on remet, qu'on refait réapparaître, et quels sont ceux qu'on négligerait, mais en tout cas rien qu'en regardant ceux qu'on fait apparaître, il y a sûrement beaucoup d'éléments à retirer, même si je trouve qu'on peut faire ce travail sur les journaux, mais j'étais frappé de voir qu'on pourrait aussi s'interroger sur nos productions scientifiques, parce que le hasard fait que j'ai commencé à lire il y a quelques jours le numéro 91 pardon, de communication, qui est Nouveau regard sur 50 ans de recherche, où on revisite quelques grands auteurs des recherches en communication. C'est pour ça que Daniel Dayan, il y a bien sûr une place importante. Et en même temps, j'étais frappé de voir que même les scientifiques peut-être privilégient certaines thématiques que d'autres, puisque dans les 3 thématiques qu'ils mettent en avant dans l'introduction,
On a l'événement, ça tombe bien, il y avait un numéro en 72, la notion de crise, un numéro de 76, et la notion de la peur autour de sujets sur le sida ou le cancer en 93. Alors, événement, crise et peur, c'est peut-être pas par hasard que communication choisit, à côté d'autres sujets, hein, on revient sur les Olympiens, etc., mais choisit de mettre un coup de projecteur sur ces thématiques-là, parce que ça veut dire qu'effectivement, ils sentent bien aussi que ce sont des thématiques qui reviennent en force peut-être, et qu'on peut relier avec intérêt pour éclairer ce qui se fait maintenant. Et donc c'est cela que je voudrais vous montrer rapidement, parce que j'ai surtout montré des exemples, c'est en partant sur un objet, et c'est pour ça que finalement, quand Isabelle m'a contacté, j'ai accepté, parce que j'avais en main un objet un peu particulier qui m'avait intrigué, et qui était paru au mois de décembre, donc ce n'est pas très vieux, et sur lequel je vais un petit peu me pencher maintenant, puisque le quotidien belge, Le Soir, a 125 ans, et donc j'ai vu, pas plus tard qu'hier, j'ai vu que le Financial Times a aussi 125 ans, qui sortait aussi leur numéro spécial, mais donc on est dans la commémoration, donc c'est évidemment le journal lui-même qui se commémore, mais qui en même temps en profite pour revenir à travers cela, bien sûr, sur... Là, il refait une série de suppléments et autres, et voilà, il nous propose, ça c'est son histoire à lui, et puis évidemment, il continue à faire toute une série de numéros pour nous montrer ce qui se passe de crise en crise. Et si je prends un de ces numéros, déjà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais sinon je vais vous le montrer, quand on regarde la couverture de la page titre de ce supplément qui revisite 125 ans et qui annonce une série d'autres numéros derrière, je t'ai frappé de voir que si vous voyez dans le bandeau, il y a évidemment 4 événements belges et 3 événements internationaux, puisqu'on se centre sur la Belgique. Léopold II, un événement politique, Béjart, la culture, les Diables Rouges pour le sport et Fourniret pour les faits divers. Voilà. Si je regarde les 3 événements internationaux, c'est la crise, la chute de Saigon, les dimanches sans voiture et le sida. Et donc j'avais le sentiment très vite qu'on se trouvait effectivement sur les grandes peurs d'aujourd'hui, hein, crise évidemment politique et guerre importante au Vietnam, mais déjà la crise pétrolière et les questions des épidémies qui apparaissaient en force. Et quand je travaille, je ne vais pas vous faire toute l'analyse page à page de ce qui se trouve à l'intérieur du journal, on voit bien que, par exemple, bien sûr, on évoque des crises politiques, mais si je prends par exemple la page économie, vous avez 3 thèmes qui sont retenus dans la page économie. Vous avez la crise de 29, crise économique, la crise pétrolière 73, c'est là les dimanches sans voiture, et la fermeture de Renault-Villevort, c'est-à-dire une crise sociale. Et donc c'est cela qui apparaît principalement. Et donc je me dis qu'il y a quand même des éléments qui ne sont pas tout à fait innocents. Quand je vais dans les pages politiques, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est Hiroshima 45 et toute la question évidemment du rapport au nucléaire, à côté de la panique de Saigon et le génocide rwandais. Quand je vais dans les pages société, qu'est-ce qu'on a? C'est le sida. Et si vous regardez bien, vous n'arrivez probablement pas à le lire, il y a aussi un petit article sur le cancer, où on a quand même le plaisir d'apprendre, mais c'est un article de 1928, qui a un remède contre le cancer, c'est de boire de la bière. Vous voyez que c'est un journal belge. Je vous signale quand même que c'est les chercheurs français qui ont trouvé cela, parce que les ouvriers des industries brassicoles du nord de la France, aucun d'entre eux n'avait le cancer, donc c'est la preuve que la levure de bière, sûrement, est efficace contre le cancer. Enfin, je ferme la parenthèse, mais donc, je trouvais que finalement, en regardant cela, on était en plein dans le sujet qui nous intéressait, puisque si je regarde un petit peu ce qu'il y a dans ce quotidien, on peut le faire tourner, si ça, comme ça au moins vous vous occuperez utilement. Et donc, quand on regarde ce qui ressort de 125 ans, alors on peut se dire, évidemment, on reprend plutôt les événements tragiques que les événements heureux, on le sait bien, qu'un événement, c'est quand même ce qui apporte un désordre, une rupture dans l'ordre ordinaire, mais qu'on est face à des crises énergétiques, la question des épidémies et des maladies, hein, le cancer, le sida, la crise économique, la crise sociale, le nucléaire, à plusieurs reprises. Ce qui me frappe, c'est que j'y reviendrai dans un instant, c'est que par contre, il n'y a rien sur le développement des nouvelles machines, si je puis dire, ou des nouvelles technologies, NTIC et autres, est tout à fait absent de ces 125 ans d'histoire. Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est intéressant parce que ce qui m'intéresse plus que ce journal-là, c'est le supplément qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont fait, pendant une semaine, ils ont fait des suppléments importants. C'est qu'ils ont fait le journal de dans 125 ans, hein, qui est une espèce de tablette améliorée. Ils ont réussi à trouver du papier pour le faire parce qu'évidemment, ça n'existe plus, mais je vais expliquer ça. Je vais m'arrêter un peu plus sur celui-là parce que donc, vous avez ici ce qui se passe en 2137, d'accord? Et donc, c'est intéressant parce que là, on est dans l'imaginaire, évidemment. Je sais qu'on parlera des fictions cet après-midi, on pourrait dire que c'est une fiction, mais une fiction construite par des journalistes qui donc s'appuient, on pourrait dire, puisque c'est dans le même temps qu'ils ont fait les deux
supplément, s'appuie sur ce qu'était rétrospectivement, voilà, 125 ans d'histoire. À partir de là, à partir de ce que sont nos questionnements d'aujourd'hui, quels sont finalement pour nous ce que la société dans 125 ans. Et donc, c'est intéressant de voir quelles sont les crises qui transparaissent par rapport à cela. Et donc, on voit bien que, d'abord, première chose, c'est qu'on a une logique de résistance. Je reviendrai quand je ferai quelques commentaires, puisqu'il y a une espèce d'institution, sorte d'OMC renforcée, puisque ça s'appelle l'Organisation mondiale du commerce fédérant des entreprises, hein, qui a pris une espèce de pouvoir absolu avec quelqu'un de type asiatique, puis c'est plus la peur du rouge, la peur du jaune, manifestement, qui est plutôt présente là-dedans, et donc qui veut contrôler, bien sûr, chaque parcelle de notre identité, de notre destin, puisque nous sommes dans une espèce de monde orwellien là. Et c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu alors ce qui se trouve à l'intérieur du journal, ils ont essayé de refaire un journal plus ou moins bricolé parce qu'évidemment on avait perdu l'usage du papier, ce qui explique cette mise en scène un peu désagréable à regarder, un peu chahutée. Et donc, on a toute une série de craintes finalement par rapport à la technique, alors que c'était pratiquement absent de... enfin, si, il y avait la bombe atomique, etc. Par rapport aux télécoms, ça, très clairement, qui n'existait pas avant. Et ici, c'est vraiment les organisations de télécoms qui contrôlent le monde pratiquement, par rapport aux problèmes scientifiques de vie infinie, de clonage, par rapport à la question de la nourriture, des problèmes alimentaires, par rapport à la question des transhumances, comme ils disent, de la mobilité, par rapport au contrôle par des machines. Et donc, on voit bien qu'on a finalement toute une série de crises qui sont reprises et qui montrent, je vous en montre quelques-uns, oui, sur les nouvelles technologies, avec les termes, j'y reviendrai aussi, de panique, etc., et, spermatozoïdes agonisent, messieurs, voilà une espèce, les problèmes de démographie, les problèmes, vous voyez, le grand chaos du monde qui s'organise finalement, avec des grands conglomérats contrôlés. Si on avait le temps de travailler cela, on verrait un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'on est dans une logique d'apocalypse, évidemment, liée à la surpopulation, à des problèmes de contrôle par la technologie. Et donc, on est dans une société, effectivement, où les ordinateurs prennent le pouvoir, etc. etc. Alors, ce qui a l'air assez... la sécurité alimentaire, vous le voyez, les machines contrôlent le monde, etc. etc. Et donc, si j'essaie un petit peu de voir ce qu'on peut sortir de cela, de ces éléments, il me semble qu'on peut faire quelques constats intéressants. Premier constat, évidemment, qu'on voit bien qu'on est plutôt du côté de l'angoisse que de la sérénité et du bonheur, et que le meilleur des mondes n'est pas vraiment ce qui nous attend, et que c'est la science, évidemment, qui est génératrice de ces angoisses. Et donc, il y a bien sûr certaines peurs rétrospectives, si je puis dire, qui reviennent, les anciennes peurs qu'on trouvait évoquées dans le journal rétrospectif, les questions de mobilité, de surpopulation, de santé, d'épidémie, de sécurité alimentaire, de nucléaire, etc. Là, on le voit du côté rétrospectif, on le voit du côté prospectif, et en même temps, il y a de nouvelles peurs, je pense au livre de Marc Auger, là, qui vient de sortir, qui s'appelle Les nouvelles peurs, qui ont l'air d'émerger et de se développer, et qui sont de divers ordres. Premier ordre, je dirais, c'est le fait que simplement les anciennes peurs, les nouvelles sont démultipliées, parce que tout cela se fait dans un monde globalisé et avec une surpopulation énorme, et que donc tout est exacerbé, évidemment. Autre élément, à la différence, je l'ai dit, de ce qu'il n'y avait pas dans le magazine rétrospectif, il y a ici une montée en puissance des machines, des technologies qui sont toutes puissantes, essentiellement des machines liées aux télécoms, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui contrôlent tout, évidemment, et qui sont des espèces de robots qui sont extrêmement dominants et inquiétants. Autre élément, on le voit bien, tout ce qui est lié aux peurs climatologiques, et donc, qui relaye sans doute des inquiétudes contemporaines. Autre élément, je l'ai dit, la crainte liée à un monde globalisé et qui menace l'existence même, entre autres, du côté de l'infertilité, qui fait que le monde est voué à disparaître assez rapidement. La question aussi du lien entre technologie et pouvoir, qui est sans cesse présent. Il y a un lien très clair, je parlerai des savants dans un instant, entre les savants au service du pouvoir. Et tout cela, je l'ai dit, à travers un lexique extrêmement anxiogène. Apocalypse, chaos, menaces, dangers, incontrôlés, attaques, perturbations, pollution tueuse, crise. C'est des termes qu'on retrouve, vous l'avez vu très rapidement dans les articles. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, finalement, les journalistes, dont on peut dire souvent, vous savez, qu'ils sont les gatekeepers qui nous donnent ou qui nous saisissent les événements, effectivement, qui vont devenir peut-être ce qui a été un happening et qui devient un event. C'est eux qui jouent ce rôle de filtre-là, on peut le relier cela.
ici, font ce travail de gatekeeper pratiquement pour l'avenir, en disant, voilà, regardez dans ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les menaces qui nous attendent ou les craintes auxquelles nous sommes exposés. Et donc, ça me semblait intéressant à développer certainement. Avec, maintenant, j'essaye de faire le lien quand même avec les questions que vous posez autour de vos questions liées à la technologie, à la place à la technique. Il me semble, et je reviens un petit peu là des choses que j'imagine qui vous sont plus familières qu'à moi, Ulrich Beck et à la Société du risque, qui expliquait bien que la multiplication effectivement des risques en faisait le catalyseur qui va provoquer le passage vers une modernité réflexive. Et il me semble bien que le journal prospectif que je vous ai montré atteste bien effectivement qu'il y a une multiplication des risques et que ceux-ci ne font que croître. Donc, de ce point de vue-là, on ne se trompe pas trop et qu'on est bien en présence, si je cite encore Beck, évidemment, d'une société logique de la répartition des richesses, une logique de la répartition des risques. Ça me semble démontré, pour autant qu'on accepte pour vrai ce qui est de la science-fiction, évidemment, et que si je relis ça, ce que disait aussi Danilo Martuccelli dans la société singulariste, quand il dit nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus des sociétés du risque, c'est-à-dire des sociétés aux conséquences non voulues de nos actes passés, ça me semblait assez intéressant parce qu'on a le sentiment effectivement que quand on regarde comment les journalistes ont travaillé, ils considèrent comme acte passé ce qu'il y a dans le journal que vous avez là, rétrospectif, et qu'effectivement, si on tire le prolongement de cela, les conséquences de cela, c'est ce qu'il y a dans le journal ici, prospectif, ce que je retrouve aussi, mais j'ai perdu mon ouvrage, ou bien dans ce que disait, puisque j'ai été relire, puisque dans Communication, dans ce que je vous ai évoqué, effectivement, on reprend un article d'Edgar Morin qui fait une première théorie de la crise et qui me semblait intéressant à le relire. Je trouvais que ça éclairait assez bien ce qu'était le débat qu'on trouvait ici et qui était prolongé par Jean-Philippe Bouilloux, dont je lis 3 lignes qui me semblent aussi correspondre à ce que j'essaie de montrer. Ce qui a émergé en revanche, c'est une centralité du risque. Je trouve que c'est à toutes les lignes dans le journal que je vous montre. En passant de la crise au risque, on évolue du phénomène à sa potentialité, du constat à l'hypothèse, d'une pensée de la rupture constatée à une étude du drame possible et incertain. On est passé aussi d'une analyse du présent à des essais d'appréhension du futur. Je trouve que c'est exactement ce qui est montré là. Effectivement, on regarde ce qu'il y a aujourd'hui et on appréhende ce qui va nous arriver. Ça me semble assez exactement vu. Et donc, il me semble que c'est ça que met un peu en scène ces 2 numéros spéciaux, à savoir retour, bien sûr, sur les catastrophes antérieures, qui permettent d'en induire les risques futurs. On voit bien, il y a une continuité entre Hiroshima en 1945 et Fukushima et ce qui va arriver encore plus tard. Et donc, on voit bien cette montée des crises. Et en même temps, quand je lis ce numéro et que je regarde ce que dit Ulrich Beck, évidemment, je n'ai pas l'impression qu'on ait une modernité réflexive là, fondée sur la rationalité, parce qu'il n'y a que la peur qui domine. Et que donc, on est plutôt devant l'évocation d'un pouvoir technico-politique très autoritaire, qui montre évidemment que le modèle actuel de démocratie ne peut pas tenir dans l'environnement qui nous attend. Mais donc là, c'est vrai qu'on doit changer de modèle, mais que sans doute la création collective de la rédaction, parce que c'est comme ça qu'elle désigne l'objet qui est ici, n'ouvre effectivement pas la voie à un avenir radieux. On ne va pas vraiment vers une disparition des frontières dans un monde global qui est étendu jusqu'à la planète Mars, parce qu'on est sur Mars à ce moment-là, mais qu'on n'est pas du tout dans des questions de rationalité, de décision verte, d'interdisciplinarité, d'autocritique. Je prends un peu les modèles préconisés par Beck, et que c'est pas vraiment vers cela qu'on va, mais plutôt vers une logique de résistance, puisque si je vous lis effectivement, on est le jour où le grand dirigeant mondial fait un discours fleuve de 3 jours pour expliquer ses grands projets. Et donc voilà la position claire du journal à propos de ce discours de Ming Yongbal qui annonce que nous devrons tous marcher en rang serré. En clair, il n'y aura pas la moindre place pour une vision alternative à celle du conglomérat économique des entreprises de télécom, sinon ce sera la mort. Et donc ce que le journal propose, c'est une espèce de logique de résistance qu'il met en place et qu'il essaye de proposer, et que donc il évoque peut-être des choses qui sont assez éloignées des participations citoyennes ou des formes hybrides, puisqu'on a évoqué Calon tout à l'heure, des choses comme cela, et qu'on n'est pas dans cette logique-là de délibération, de débat, de négociation, mais plutôt de résistance, de combat ou de lutte. 2 éléments pour finir ces quelques réflexions, à savoir, j'ai été voir, puisque vous travaillez sur des questions de science, quelle était la place des savants dans ce magazine qu'on peut peut-être, voilà, si vous voulez le regarder aussi. Alors, c'est frappant qu'ils sont très présents. Ils étaient finalement assez absents du magazine de notre respectif. Ici, il y a au moins 5 pages qui sont entièrement comparées à de la science et de la technologie.
Et on voit Monsanto, par exemple, qui a inventé une machine qui change l'ordre naturel des choses, puisqu'il transforme les déjections en alimentation. Mais ça bug et donc ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a un colloque sur l'habitat en 8D, mais qui amène à des tragédies pour les habitants de ces habitats octodimensionnels. Qu'il y a des chercheurs sur la culture biologique des microprocesseurs, mais ils ont réussi à faire exploser la Lune, et donc ils sont déférés devant un conseil planétaire d'éthique et de technologie. Qu'il y a des scientifiques qui travaillent aussi en appliquant la théorie de Shannon. Donc, voilà, on retrouve des choses qu'on connaît un petit peu et qui ont inventé une espèce de cybermonde parallèle au nôtre, mais qui ne sert qu'au grand leader autoritaire là, qui va essayer de nous transporter là-bas éventuellement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit comme image de savant qui est là? C'est quelqu'un qui est dangereux, qui est responsable, qui est la principale cause des risques et des accidents, et qui est entièrement contrôlé par les multinationales, par le pouvoir, puisque ce sont eux, finalement, qui sont les principaux responsables du chaos global, ce qui n'est peut-être pas très rassurant pour nous. Et si je regarde s'il y a des controverses, puisque j'ai repris un autre thème qui vous préoccupe, c'est vrai qu'elles sont absentes également, puisqu'on n'a pas l'occasion de s'exprimer dans ce monde orwellien, et que la seule possibilité, c'est de résister, je l'ai dit, à ces déviances totalisatrices, hein, et ceux qui résistent sont bien sûr des guérilleros, des terroristes, etc., qui veulent manifester par rapport à cela. Et donc, on n'est pas vraiment dans une démocratie participative. Et donc, je reprends 2-3 lignes de Bouillou aussi, qui me semble correspondre à ce que j'essaye de montrer et que je trouve intéressant, puisque voilà ce qu'il dit. Car c'est aussi d'inquiétude, d'angoisse ou de peur qu'il s'agit, et Ulrich Beck l'avait bien vu, le passage d'une société qui gère des crises à une société qui s'inquiète des risques, et peut-être aussi l'évolution d'une pensée de l'affrontement face à l'adversité, voire du courage, il s'agit de faire face à une pensée de la peur. Et donc, c'est vrai que ça me frappait parce que je retrouvais les termes de résistance, de courage dans le journal lui-même, et que donc il y avait écho à cela, et qu'on est effectivement dans quelque chose qui n'est pas du tout d'une logique participative, quand on revient au modèle, le forum hybride et autres, c'est quelque chose qui est inexistant, en tout cas pour les journalistes. Alors on peut se dire, bon oui, c'est un exercice de politique fiction, un peu à la manière d'un film catastrophe, type le jour d'après, des choses comme ça. C'est un point de vue. Et en même temps, je me dis que ce n'était pas tout à fait inintéressant ou innocent de voir cette espèce de prospective qui est faite là. C'est un exemple, et donc je serai prudent parce que j'ai voulu simplement donner quelques illustrations, mais que ça me semble quand même assez révélateur d'une représentation imaginaire finalement qui se construisent au départ des craintes et des risques qui sont actuellement en train de tourner dans cette société postmoderne contemporaine et qui annonce peut-être pour certains cette modernité finalement qui ne sera pas aussi réflexive qu'on ne pourrait l'espérer. Donc voilà ce que j'ai essayé de montrer comme petits exemples pour votre débat.